Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec cette approche-là? Ça dépend. Ça dépend. Si la question est de savoir faire l'histoire de la société québécoise comme un tout, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a plusieurs approches qui sont possibles en histoire. Mais ce que je constate, c'est qu'on a cherché à occulter. Personne, je le précise, là, personne veut contester les droits civiques de qui que ce soit ici. C'est pas la question. D'accord. Mais est-ce qu'on doit, au nom de cette égalité de droits légitimes et fondamentale, indispensable, nous sommes en démocratie libérale, est-ce qu'on doit aussi décréter une forme d'égalitarisme radical sur le plan mémoriel, en faisant semblant, en jouant finalement, en se payant de l'illusion que la majorité francophone, que ce groupe historique canadien-français, pour le dire de manière très politiquement correcte, ne serait qu'un groupe parmi d'autres. Il y a, dans l'approche des historiens révisionnistes, plusieurs l'ont remarqué d'ailleurs, c'était la formule de Joseph Yvon-Thériault, c'est une histoire sans mémoire. Fernand Dumont disait, très justement, il faut distinguer deux critères au niveau de l'épistémologie. Il parle d'une épistémologie de la vérité, une épistémologie de la pertinence. Est-il encore légitime aujourd'hui de raconter l'histoire de cette majorité francophone, dépositaire d'une expérience historique ouverte, à laquelle se sont greffés des Johnson, des Curzy, des Harel et tant d'autres, à ce que j'en sais ne se sentent pas exclus du référent québécois? Eh bien, est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de faire une histoire qui est en partie, au moins, centrée sur cette majorité historique française? Je crois que cela devrait être légitime. Donc oui, il y avait cette tendance dans l'historiographie après 1980, mais ce qui est particulier après 95, c'est que cette tendance qui était contenue dans les milieux intellectuels va s'emparer des milieux politiques. Effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez beaucoup critiqué l'approche de l'historien Bouchard. Vous lui avez reproché d'avoir voulu justement remodeler la conscience historique franco-québécoise, d'avoir voulu réécrire l'histoire des Québécois en s'émancipant justement de la mémoire du groupe majoritaire. Alors, pouvez-vous peut-être préciser ce projet de nouvelle histoire québécoise chez Bouchard? Bouchard veut en même temps produire une histoire nationale. Ouais. Moi, j'ai été un peu séduit par ça, parce qu'il y a vraiment cette volonté, comme souverainiste, en tout cas à l'époque il l'était, d'avoir une histoire nationale. Donc, pour réaliser ce projet-là, il voulait quand même remodeler la conscience historique. Et là, c'est le bout qui est inacceptable. Comment changer ça? C'était un projet peut-être impossible. Impossible, c'est une question. Souhaitable, c'en serait une autre. Et je crois pas qu'il était souhaitable. Je m'explique. Chez Bouchard, la théorie de la nation précède le récit historique. Chez Bouchard, il faut redéfinir les frontières de la nation. C'est ce qui va définir la nation comme francophonie nord-américaine, par exemple. Donc, on doit décharger sur le plan culturel, qu'on va avoir une nation avec il appelle ça un coefficient d'ethnicité minimale. On devrait dire plus honnêtement un coefficient culturel minimal, tout simplement, si on le lit bien. La francophonie, le référent francophone est tout ce qui reste chez Bouchard. Or, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de cette théorie de la nation, qui cherche véritablement à s'affranchir de la majorité historique francophone, là, il va écrire une nouvelle histoire pour cette nation. D'ailleurs, je souligne qu'il ne l'a pas encore écrit, cette histoire. Il dit qu'il faut l'écrire, mais il ne l'a toujours pas écrit. Dans la nation québécoise au futur, au passé, il nous invite à s'engager dans un nouveau chantier d'histoire nationale. Il dit le mot national, mais le mot suffit-il pour nommer la chose? Alors, il dit une nouvelle histoire nationale qui engloberait l'ensemble de l'expérience historique québécoise. En fait, je dirais qu'il cherche à faire l'histoire nationale héritée des révisionnistes, d'une certaine manière. Il cherche à donner un supplément d'âme au projet d'histoire révisionniste, au projet d'histoire sociale. Et à partir de là, donc, il reconstruit un récit historique qui, à mon avis, a le malheur d'être artificiel. Pour deux raisons. Premièrement, malgré ce qu'en pense une certaine épistémologie des sciences sociales, les nations ne sont pas que des construits sociaux. Ce ne sont pas que des constructions artificielles récentes qu'on pourrait construire, déconstruire, remodeler, reconstruire au gré de nos désirs, au gré du plaisir de l'ingénierie identitaire. Vous avez parfaitement raison là-dessus, parce que depuis déjà plusieurs années, le concept même d'histoire nationale est disparu. Moi, dans un sens, j'étais content que Bouchard relance l'idée d'histoire nationale, mais on doit reconnaître que partout chez les historiens, on parle de déconstruire l'histoire nationale. L'histoire nationale est loin d'être acceptée comme dans le milieu universitaire, par exemple. Et on veut pratiquer une historiographie plutôt critique qui permet de l'ouvrir à la diversité de notre société, à son caractère pluraliste. Donc, à chaque fois qu'on parle maintenant d'histoire nationale, c'est toujours dans la perspective de cette ouverture, c'est-à-dire que l'histoire nationale devrait s'émanciper de la tradition de la majorité francophone, dans le cas du Québec. Oui. Alors, comment vous voyez, vous, l'histoire nationale différente de celle de l'approche de Bouchard? Je confesserai là-dessus mon manque radical d'originalité. Je considère que l'histoire nationale telle
que nous pouvons l'assumer, c'est celle qui existe encore dans la conscience historique québécoise. Il faut noter là-dessus, je reprends encore une fois la phrase de Thériault, les Québécois ont une mémoire, leurs historiens n'en ont plus. Les Québécois, lorsqu'ils d'ailleurs, Jocelyn Letourneau l'a souvent vu dans ses travaux sur le Québec là-dessus, ils constatent que les jeunes générations francophones ont une conscience historique qui est celle, je dirais, de la majorité francophone. Une conscience historique marquée par le récit de la conquête, des patriotes, de l'émancipation, de la lutte pour la survivance et de l'émancipation. Les Québécois ont encore une conscience historique nationale, mais une partie de leurs élites intellectuelles n'en veulent plus. Alors moi, quelle est ma position sur ça? Comme je dis, je plaide mon manque d'originalité, je plaide ma banalité, je partage tout simplement la conscience historique de la très grande majorité des Québécois et je ne vois pas pourquoi on devrait la congédier. Je ne vois pas pourquoi on devrait la congédier comme si elle ne faisait pas sens, comme si cette histoire, qui est une histoire qui est ressentie par les Québécois, ne faisait pas sens. Et je donne un exemple. On parle des historiens Bouchard, académiques et compagnie. Il faudrait pas oublier, c'était l'objet de mon dernier chapitre dans le livre, mais qu'il y a une autre historiographie qui existe au Québec, ce que j'appelais une historiographie populaire, une historiographie nationale et populaire, nationaliste et populaire. Et là, je pense, par exemple, à tous les grands biographes de la Révolution tranquille. Mais ce sont surtout des journalistes. Vous les qualifiez d'historiens populaires, mais Normand Lester et tout ça. Est-ce que, je comprends très bien, moi, pourquoi ces gens-là ont écrit ce qu'ils ont fait, parce que les universitaires, les historiens universitaires n'ont pas fait leur travail. Donc, n'ayant pas fait leur travail, eux ont écrit des biographies, se sont intéressés à cette approche, je dirais, plus nationale. Mais moi, je trouve ça un peu fort que vous les qualifiez d'historiens, parce que la méthode, c'est quand même aussi quelque chose d'important, non? Je sais qu'Éric Bédard vous a critiqué là-dessus dans un article de recherche historiographique, en disant qu'on devrait peut-être pas les appeler les historiens. Mais pour ensuite me donner raison dans un colloque sur ça, mais vous pouvez, évidemment, la profession historienne, comme toutes les autres, chercher à avoir une forme d'appellation d'origine contrôlée. Bon. Mais puisque vous me permettrez de ne pas participer à cette corporation, non plus qu'à ce réseau, non plus qu'à ce lobby, je me permettrais de dire, je regarde ces biographies et je constate une chose. Est-ce que le travail est rigoureux? Est-ce qu'il y a une référence aux archives? Est-ce qu'il y a un usage des archives véritablement? Des entrevues? Est-ce qu'il y a ensuite l'écriture rigoureuse de l'histoire selon les méthodes prescrites, je dirais, du récit de la rigueur historique? Et à tout ça, je réponds que oui. Alors si ensuite on me dira que les historiens, cette historiographie populaire, n'a pas passé le test de l'épistémologie des constructionnistes, qu'elle n'a pas intégré les différents apports méthodologiques indispensables qui nous viennent des cultural studies, je dirais... Je plaide coupable et je m'en réjouis. Alors, moi, je considère que là-dessus, le titre historien n'est pas une marque réservée. Et certains, Hélène Pelletier-Bergeron, qui nous fait la biographie en 3 tomes de Lévar Asselin, est-ce que c'est une historienne? Est-ce qu'elle a le droit au titre? Pierre Duchesne, qui nous raconte une histoire de la Révolution tranquille. Sans ces historiens populaires dont je parle, les Québécois n'auraient plus accès à la mémoire de la Révolution tranquille. Ils n'auraient plus accès à ces grands titres, à ces grands ouvrages qui permettent de s'approprier leur histoire. Pierre Godin, qui fait l'histoire de la Révolution tranquille par René Lévesque, est-ce qu'il passe le test? Et moi, sur le moment, le référendum de 95, si on va avoir une histoire du référendum de 1995 au Québec, avec des faits, des sources, tout ce qui vient avec le travail rigoureux des historiens, il faut lire Mario Cardinal, Point de rupture. Il faut lire Pierre Duchesne sur le référendum. Et je me désole que des départements d'histoire ne soient pas venus de telles études sur l'histoire politique du Québec. Mais ma question que je poserais plutôt, c'est est-ce que les historiens revendiqués qui portent le label officiel de l'historiographie, est-ce que ces historiens qui portent le label de la profession, est-ce qu'ils font encore leur travail? Certains d'entre eux le font, bien évidemment. Vous l'avez fait comme historien, Éric Bédard le fait comme historien, Lucia Ferretti le fait comme historien. Il y en a très peu, j'en conviens. Je suis le premier à déplorer le fait qu'il n'y a plus d'histoire politique. C'est pas normal que, par exemple, toutes les histoires des premiers ministres du Québec sont faites soit par des anglophones ou par des journalistes. Aucun historien ne s'intéresse. Il y a quelque chose d'un peu anormal dans ça, dans ce refus d'aborder cette dimension politique.